Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui n'est pas encore disponible mais qui le sera bien assez tôt puisqu'il s'agit de Rune Factory Guardian of Azuma. J'ai eu la chance de pouvoir y jouer en avance et dans cette vidéo je vais essayer de vous apporter mon avis sur ce dernier, sachant qu'il y a forcément des restrictions sur ce que je peux montrer ou dévoiler, notamment en ce qui concerne le scénario. Toutefois, je serai honnête avec vous et s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vous en ferai part. Bon, maintenant que j'en ai fini avec cette petite introduction, il est temps de nous attaquer au sujet principal de cette vidéo, en commençant par une présentation rapide du jeu. Rune Factory Guardian of Azuma est le prochain jeu de la franchise créé par Yoshifumi Hashimoto, développé et édité par Marvelous. Celui-ci sera disponible dès le 5 juin prochain sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via la plateforme Steam pour un prix en euros compris entre 59,99 et 69,99. Dans ce RPG mêlant action, simulation et social, vous incarnez un danseur ou une danseuse tellurique qui vit dans un sanctuaire d'un village à l'inspiration japonaise depuis 1 an et demi. Votre avatar se réveille suite à un rêve dans lequel il affronte l'autre protagoniste dans le ciel en étant chacun sur le dos d'un dragon. À ce moment-là, une personne vous appelle et vous attend à l'extérieur. En lui parlant, vous apprenez que vous n'avez plus aucun souvenir de la période avant votre arrivée au village. C'est ainsi que débute votre aventure où vous allez devoir parcourir la région d'Azuma afin de rétablir la paix en libérant cette dernière du fléau qui gagne du terrain depuis le grand effondrement. Le tout ayant aussi pour but d'aider les différentes divinités à regagner leur puissance qui a été perdue suite au vol des runes qui font leur force. La base de l'histoire qui nous attend étant en place, il est temps de parler des combats. Le système de combat reprend les codes établis par les autres opus de la licence avec des combats en temps réel dans lesquels vous avez une gestion des éléments et une barre de rupture pour étourdir les boss. Bien entendu, vous aurez aussi la possibilité d'esquiver et d'utiliser différentes armes afin de mettre à mal vos adversaires grâce à des combinaisons de coups en appuyant plusieurs fois sur la même touche, des attaques chargées en maintenant votre appui un certain temps avant de le relâcher ou encore des compétences ultimes en utilisant des combinaisons de 2 touches. Le tout en faisant attention à vos PR afin de ne pas finir avec une barre vide, ce qui entraînerait un sacrifice de vos PV lorsque vous réaliserez vos actions, et donc par extension la mort de votre personnage. Plutôt classique en soi, sauf que cet épisode vient quand même apporter 2 petits changements. Le premier est l'ajout de l'arc à votre arsenal, permettant ainsi de viser une fois celui-ci équipé. Le second, c'est le panel de trésors sacrés qui va venir vous permettre de frapper selon divers éléments dans le but de trouver les faiblesses de vos adversaires. Par ailleurs, ces derniers peuvent être vus comme le remplacement des sorts que l'on retrouvait dans les anciens Rune Factory. Pour finir sur cet aspect, vous avez la possibilité d'avoir des alliés PNJ et monstres avec vous qui vous accompagneront durant vos périples, ce qui peut être pratique puisqu'ils ont tous un rôle définissant leur utilité au sein de votre groupe. A noter aussi que vous avez la possibilité d'en choisir 6 au total, mais que seuls 3 d'entre eux seront visibles à l'écran. Toutefois, vous aurez la possibilité, en appuyant sur une flèche directionnelle, de les changer. Les affrontements étant finis, il est temps de voir le reste de ce que vous propose ce Rune Factory Guardian of Azuma. Déjà, il est important de mentionner que même s'il ne s'agit que d'un jeu proposant des zones semi-ouvertes, en dehors des donjons bien évidemment, qui restent assez linéaires, vous aurez tout intérêt à y retourner par la suite, car en débloquant les divers trésors sacrés, vous aurez de nouveaux pouvoirs qui vous aideront à explorer davantage les lieux précédemment visités. En dehors de l'exploration, vous aurez toute une partie gestion de plusieurs villages avec la création de bâtiments, d'allocation de villageois, à différentes tâches, tout en ayant un certain budget à acquérir afin de ne pas finir dans le rouge chaque jour. La gestion des champs qui est chère à la licence est bien évidemment inclus dans le lot et elle est même facilitée ici parce que vos villageois peuvent tout simplement gérer ça par eux-mêmes. À cela, vous pouvez ajouter le côté social permettant d'augmenter l'affinité de certains personnages dont font partie les différents partenaires romantiques et avec lesquels vous pourrez même aller jusqu'au mariage. Et en parlant de personnages, sachez qu'il y a une customisation assez classique sur ce point de vue avec la possibilité de modifier leurs équipements ainsi que leur tenue. Quant à votre avatar, celui-ci bénéficiera d'un arbre de compétences qui nécessite de l'expérience pour débloquer ces dernières. Là où avant, c'était tout simplement des compétences qu'on montait en niveau selon les actions que nous faisions. Alors certes, vous aurez toujours un intérêt à forger des équipements, faire de la cuisine, etc. Mais le jeu propose aussi de l'expérience générique qui vous est distribuée à la fin de chaque journée pour vous permettre de monter vos compétences comme bon vous semble. Et oui, le côté simulation de vie du jeu se matérialise par un cycle jour-nuit ainsi qu'un calendrier où vous
pouvez découvrir les anniversaires des personnages importants ou savoir quand il y aura des événements, car les événements marquants sont présents, par exemple des festivals, des concours ou d'autres journées spéciales qui viennent un peu pimenter votre quotidien. Et pour finir, vous allez évidemment retrouver tout un tas de quêtes annexes allant de la récolte à la fabrication d'objets, en passant par la chasse aux monstres, la pêche, la cuisine ou les requêtes plus spécifiques venant des PNJ. Bien, il est maintenant temps de vous donner mon ressenti après mes 37 heures de jeu qui ont été suffisantes pour finir l'histoire principale en difficulté normale. Tout d'abord, revenons sur le scénario. Celui-ci ne casse pas trop pattes un canard, cependant il a su être suffisamment intéressant pour que je l'apprécie dans sa globalité, bien que certains passages soient assez répétitifs, notamment dans la dernière partie du jeu. Ensuite, en ce qui concerne le gameplay, cela reste assez agréable à prendre en main tout en étant fluide au niveau des animations et des mouvements. De manière générale, on retrouve quelque chose de classique avec un personnage que l'on déplace avec le stick gauche tandis que le droit sert à gérer la caméra. Les boutons du côté droit de la manette servent principalement à effectuer des actions comme des attaques, des esquives ou des sauts. Alors certes, rien de bien novateur en soi, mais cela fonctionne bien et c'est ce que l'on attend d'un jeu comme celui-ci. A noter que j'ai apprécié l'ajout des trésors sacrés, que ce soit pour la partie combat car ils offrent des options supplémentaires, ou bien lors de l'exploration sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Par contre, je vous recommande directement de passer le jeu en mode difficile si vous souhaitez avoir de la difficulté, car en normal vous allez assez facilement venir à bout des ennemis, même les plus coriaces. Surtout si vous optez pour la stratégie des attaques chargées contre les boss qui permet de les étourdir rapidement et donc de rendre vos batailles bien plus faciles. Parlons maintenant de l'exploration. Celle-ci est facilitée par le fait que tout soit indiqué sur la carte, et ce n'est pas quelque chose qui me dérange en soi, et je pense qu'une option pour la désactiver aurait pu être bienvenue pour ceux qui souhaitent chercher les sanctuaires ou les coffres par eux-mêmes. En dehors de ça, le fait d'avoir un intérêt à revenir dans les zones avec les nouveaux pouvoirs offerts par les trésors sacrés que vous obtenez au fur et à mesure est toujours un élément que l'on apprécie, car il y a toujours cet effet à un moment où tu tombes sur un obstacle face auquel tu ne peux rien faire et plus tard tu débloques une capacité qui te permet de le détruire, et c'est là où tu repenses à cet endroit où tu étais bloqué avant et tu te dis mais il faut que j'y retourne maintenant, il faut que j'y retourne, au moins pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Un autre point que je n'ai pas mentionné avant, c'est que vous avez la possibilité de vous balader dans le ciel pour aller visiter des îles annexes n'abritant pas les villages. Certes, il n'y en a pas des centaines, cependant c'est cool de se dire qu'on peut voler vers d'autres endroits et les visiter. Par contre, un point que je trouve dommage concernant l'exploration, c'est qu'il n'est pas possible de nager. Il y a certaines zones où il y a beaucoup d'eau et ça aurait été appréciable de pouvoir nager plutôt que de tomber dans l'eau et de se retrouver sur la rive derrière. Alors certes, c'est un détail et ça n'impacte pas l'expérience globale, tiens à le préciser quand même. Passons au gros changement de cet opus, la gestion des villages. Au début, j'avais un peu peur que ce soit là uniquement dans un but de fournir aux joueurs une occasion de modeler un village sans forcément avoir un véritable intérêt derrière. Mais en réalité, j'ai été surpris de voir que cela est vraiment important pour monter les statistiques, mais aussi le niveau des villages afin d'accueillir davantage de villageois et d'amener de la vie dans ces différents lieux. Sans oublier que le fait que vous gériez aussi leur attribution aux boutiques, aux champs et autres activités rend la chose encore plus intéressante, car il est important de les placer au bon endroit pour profiter au mieux de leurs compétences tout en évitant de réduire leur bonheur. Bref, tout ça pour vous dire que cet aspect gestion fonctionne très bien, même si j'y trouve un défaut, c'est la façon dont on peut placer les décorations et les bâtiments. C'est parfois compliqué de les placer pile là où on le veut, même si on a la possibilité de les déplacer à volonté. On aurait tout de même aimé avoir une vue du dessus pour ce genre de choses. S'il y a bien un aspect que les joueurs et les joueuses de Rune Factory apprécient, c'est le côté social qui vous permet de nouer des relations avec les différents personnages dans le but de les renforcer ou même de finir par vous mettre en couple avec eux. Dans les précédents opus, ce côté-là était assez laborieux car il fallait énormément de temps pour monter les niveaux d'affinité et vous pouviez prendre un refus malgré tous les efforts mis en place. Et dans ce cas, il fallait faire redescendre le niveau, puis le remonter et tenter votre chance de nouveau. Bref, une galère que l'on ne retrouve pas ici, car le jeu vous permet de monter rapidement les niveaux d'affinité en passant du temps avec les personnages. Outre cela, les quêtes d'affinité sont désormais disponibles pour tous les personnages avec lesquels on peut nouer une relation amoureuse en même temps. Ce qui veut dire que vous ne serez pas bloqué sur le scénario d'un seul personnage. Dans son ensemble, l'aspect social de Rune Factory est une réussite, même si je dois quand même avouer que je trouve cela dommage qu'il n'y ait pas de réelles scènes de dialogue lorsque l'on passe du temps avec un PNJ. On a très souvent une animation puis quelques phrases dites par le partenaire et on finit finalement par les passer, car on sait très bien qu'il ne se passera rien de spécial. Si le scénario du jeu vous prendra entre 20 et 30 heures, il faut savoir qu'il y a toujours du contenu à faire par la suite. Vous pouvez par exemple monter vos villages, continuer vos quêtes annexes, même si beaucoup d'entre elles restent des quêtes assez FedEx, ou alors tout simplement monter les affinités des différents personnages afin de débloquer toutes les quêtes d'affinité et de découvrir le scénario qui vous attend derrière
chacun d'entre eux. Et ça, c'est sans compter les coffres, les statues de grenouilles, les trous dans lesquels il faut envoyer la bonne nourriture pour obtenir des récompenses, les sanctuaires. Enfin bref, vous aurez de quoi vous occuper même une fois le scénario terminé. Et c'est l'une des forces du jeu. Après, bien évidemment, cela dépendra de votre motivation et de votre envie à continuer à jouer au jeu après que ce dernier ait fini de vous livrer son verdict au niveau de son histoire. Typiquement, dans mon cas, je continue encore d'y jouer pour débloquer les quêtes d'affinité et découvrir l'histoire des personnages et aussi voir à quoi ressemble le fameux mariage avec l'un des personnages. Et après, je pense que je stopperai là car je ne suis pas une personne qui va s'amuser à faire le 100% de chaque jeu. Avec du contenu conséquent, est-ce que la technique et les graphismes peuvent pêcher pour ne pas vous donner envie de le relancer une fois l'histoire principale terminée? Déjà, graphiquement, je ne m'attendais pas à une claque en y jouant sur Switch. Mais ce n'est pas pour autant que je ne l'ai pas trouvé beau. Bien entendu, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, je n'ai rien vu de choquant en termes de texture ou en termes de visuel. Après tout, je joue à Pokémon, donc sur cet aspect, je ne peux pas trop faire le difficile. Et je joue avant tout à des jeux pour l'expérience que ça m'apporte, même si graphiquement, des fois, ils sont en dessous. Ce n'est pas si important que ça pour moi. Par contre, la technique, ça reste quand même plus important car ça peut vraiment vous freiner lorsque vous jouez à certains jeux. La grande partie du jeu, je l'ai passé en mode portable et je n'ai pas eu de problème, du moins pas d'énormes problèmes qui m'ont sauté aux yeux. Alors certes, il y a eu quelques lags parfois, notamment lorsque j'ai chargé des zones, comme les villages par exemple, quand il y a beaucoup de maisons, etc. Le jeu peut mettre un peu de temps à charger la zone et donc du coup ça lag un petit peu au début. Mais en dehors de ça, pas eu trop de problèmes. En ce qui concerne les temps de chargement, ces derniers peuvent être assez longs. On parle en général d'une dizaine de secondes pour charger le jeu, du moins votre partie, ou même lorsque vous voulez changer de village. Et si vous êtes amateur de musique, de jeux vidéo, la bande son de ce titre est agréable à écouter. En tout cas, elle l'a été pour moi, et je n'ai pas ressenti de moment où je me suis dit que ça ne convenait pas au lieu où je me trouvais. Sans oublier que les doublages proposés en anglais ou en japonais viennent aussi ajouter un petit plus pour créer une ambiance sonore agréable. Au final, est-ce que ce Rune Factory Guardian of Azuma a su conquérir mon cœur de joueur? Je dirais que oui, même si beaucoup d'éléments restent assez classiques dans les actions RPG de nos jours. Cependant, j'ai pu voir la différence entre celui-ci et Rune Factory 5, et si je devais en recommander un pour découvrir la licence, ce serait sans hésitation Rune Factory Guardian of Azuma. Il est parfaitement adapté aux joueurs et aux joueuses qui veulent débuter, et si jamais vous êtes adepte de la franchise, il saura tout de même vous donner votre dose de plaisir, bien que vous retrouverez des éléments que vous connaissez déjà. Après, il est important pour moi de mentionner le fait qu'il est quand même à un prix fort, ce qui peut freiner votre envie de l'acheter, et je comprends totalement. Dans ce cas, il serait peut-être plus intéressant d'attendre une éventuelle promotion, vu qu'il n'y a pas de démo disponible pour vous faire votre propre avis pour le moment. Nous voici désormais à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Ce n'est pas le genre de contenu que j'ai l'habitude de faire. J'ai aussi choisi de ne pas trop m'étendre sur certains aspects du jeu comme l'histoire pour vous permettre de les découvrir par vous-même. J'espère quand même que vous apprécierez ce contenu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner pour me donner de la force pour continuer les projets que j'ai pour cette chaîne. J'en profite aussi pour remercier Decibel PR et Marvelous pour cette opportunité. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, passez une bonne journée ou une bonne soirée, à bientôt, ciao.